Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo sur l'ouverture de salle au bloc opératoire. Je m'appelle Alexandre et je suis un des médecins anesthésistes à l'hôpital Raymond d'Or. Un peu comme avant de partir en vacances, on va vérifier le niveau d'essence dans la voiture. Le pilote d'avion, lui, fait une checklist. Et dans le monde de l'anesthésie, ça a la particularité d'être réglementé. Petit rappel très rapide. Donc c'est une loi qui est votée par le Parlement. On en fait un décret pour cadrer l'application et l'arrêté va préciser cette application. D'une loi votée en 91, un décret en 94 pose les bases de notre exercice actuel avec une consultation d'anesthésie, la salle de surveillance post-interventionnelle obligatoire. On en arrive à l'arrêté qui est sorti en 1995 et pose donc les bases de l'ouverture de salle. Donc le matériel d'anesthésie doit être contrôlé de façon organisée et sous la responsabilité du médecin anesthésiste. Le système doit être résilient, cas où c'est une coupure d'électricité ou un arrêt des gaz médicaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'un point de vue pratique lors de l'ouverture de salle? Les éléments de sécurité que je vais vous présenter ici ne se trouvent pas au bloc opératoire en général et leur place change selon le centre où vous travaillez. À Henri Mondor, on est organisé en modules et dans chaque module on a un chariot d'urgence. Ce n'est pas le cas de tous les centres. Dans ce chariot d'urgence, il y a un défibrillateur et un kit de choc anaphylactique. Dans le chariot d'intubation difficile, il y a plusieurs fibroscopes souples et le kit d'accès cricoïdien. Ce chariot se trouve dans la réserve d'anesthésie. Le kit d'accès cricoïdien, lui, varie aussi selon le centre. On a celui de Melker, en tout cas en Raymond d'Or, et dans la description, je vous ai mis le site qui vous renvoie vers un tuto pour savoir comment l'utiliser. Assurez-vous de connaître la marque de kit dans le centre où vous travaillez. Dans la pharmacie, on a le kit d'hyperthermie maligne et le kit d'intoxication aux anesthésiques locaux. Assurez-vous de bien repérer la réserve d'anesthésie et la pharmacie durant votre début de semestre. Historiquement, les fluides médicaux se contrôlent dans le couloir, c'est pour ça que je l'ai mis là. Vous avez les chiffres de pression classiques que vous retrouverez dans le test machine de votre respirateur d'anesthésie. Du côté chirurgical, l'autorisation de l'infirmière de bloc opératoire est nécessaire et primordiale. En effet, elle va s'assurer que le matériel nécessaire à l'intervention est bien disponible et complet. Il n'est vraiment pas rare qu'une boîte ne soit pas revêtue de la stérilisation ou qu'une boîte vienne d'être utilisée sur la garde par exemple, et cela empêche de faire la chirurgie de manière convenue. En général, c'est l'équipe e-bot qui va aussi s'assurer que la table d'intervention fonctionne correctement, qu'elle soit bien chargée et que l'installation de cette table soit conforme à la position opératoire prévue durant l'intervention. Entre deux blocs opératoires, il faudra bien veiller à ce que la désinfection soit bien effectuée et un temps de ventilation respecté de 5 à 10 minutes. Au bloc opératoire, la qualité de l'air est monitorée de façon très fine selon une norme. La température doit être comprise entre 19 et 26 degrés. Une surpression de 15 pascal doit permettre de faire passer l'air propre de l'intérieur du bloc opératoire vers l'extérieur lorsqu'on ouvre une porte. Cette surpression, lorsqu'elle est trop élevée, peut entraîner des migraines et des nausées. Et il m'est déjà arrivé d'avoir une surpression à 25 pascal et de devoir changer le patient de salle. Un taux de renouvellement horaire est nécessaire avec plusieurs volumes d'air par heure nécessaires. En chirurgie orthopédique, il y en a un petit peu moins que dans une autre chirurgie parce qu'en fait, la vitesse de l'air est très élevée, une ventilation énorme. On est à 13 000 mètres cubes par heure pour éviter toute infection, tout risque septique lors de la pose de la prothèse. Place à la machine d'anesthésie. Tout d'abord, il s'agit de vérifier que cette machine soit bien branchée au gaz, l'oxygène, puis l'air. Il y a une toute petite surpression de l'oxygène par rapport à l'air pour éviter une rétropollution de l'air dans le conduit d'oxygène. Vérifiez que la machine soit bien branchée à la prise Sega pour permettre l'évacuation des gaz halogénés en dehors du bloc opératoire. Assurez-vous de la présence d'une île de capno qui va être branchée sur le filtre du patient antibactérien et sur l'analyseur de gaz avec un piège à eau entre les deux pour éviter que la condensation rentre dans l'analyseur de gaz. En anesthésie, on travaille en circuit fermé et pour éviter que le patient réinhale le CO2 qu'il expire, on a mis en place un système qui s'appelle HOSOD.
Cette chaussodée change de couleur au cours du temps et de son usage. Cette couleur ne permet pas de préjuger de l'efficacité. En fait, on monitore la fraction aspirée en CO2 qui peut monter jusqu'à 4 et 5%, et à ce moment-là, on va changer cette chaussodée. Vous allez pouvoir ensuite tester le respirateur. Vous allez réaliser tout d'abord un autotest. C'est un test qui est intégré dans le programme du ventilateur. Il va le vérifier entre autres s'il y a des fuites dans le circuit. On le verra juste après. Toute la marche à suivre en fonction du modèle qu'on a dans notre centre. Ensuite, une fois que ces autotests sont terminés, vous allez passer au test dynamique en connectant le ventilateur à un ballon. Vous allez tester les alarmes de pression ou les alarmes d'apnée. Vous allez pouvoir débrancher l'oxygène ou l'alimentation électrique pour savoir quel genre d'alarme ça fait. C'est un bruit qui est assez différent des autres alarmes. Et enfin, vous allez terminer en lançant le ventilateur en volume contrôlé et vérifier que les volumes que vous avez demandés correspondent bien au volume que vous observez sur l'écran. Et enfin, vous allez vérifier que le bypass fonctionne bien. C'est un bouton qui est situé en général sur la façade du ventilateur. L'endroit change selon la machine et va envoyer de l'oxygène pur à un débit très élevé. Je vais vous présenter l'ISIS de Général Electric. Voici ce ventilateur. Il a la particularité d'avoir un clapet ici sur la vue de face, vous le devinez ici, ou ici sur la vue de profil. Ce clapet, vous allez pouvoir alterner entre deux modes. Le mode ventilateur, où le ventilateur va souffler grâce à une turbine et un soufflet qui est ici. Et de l'autre côté, ça sera le circuit en mode ballon, en mode manuel, où vous allez pouvoir, après avoir réglé une pression sur la valve APL, régler la ventilation en appuyant vous-même sur le ballon. Pour tester ce ventilateur, sur l'écran après son allumage, vous avez un bouton de vérification sur la colonne de droite. Ça va afficher cette fenêtre-là et vous voyez ici la dernière fois que ce ventilateur a été testé. Remarquez ici, sur cet écran, la pression d'entrée des gaz de ventilation. Pour lancer le test, il s'agit de cliquer sur Full Test, c'est un écran tactile. Lorsque vous avez lancé le début du test, sur l'écran que vous voyez ici en haut à droite, le respirateur vous demande de ne pas obstruer le circuit patient, de le laisser ouvert. Vous allez pouvoir mettre le clapet si ce n'est pas déjà fait sur le mode ventilateur avec le dessin du soufflet que vous voyez sur l'image en bas à droite. Ensuite, vous appuyez sur démarrer. Une fois que vous avez lancé la première partie du test, voici l'écran qui vous affichera le temps qui reste avant la fin de cette première partie. Et vous voyez ici les fuites du ventilateur. Ensuite, pendant la deuxième partie, le respirateur va faire une pause et vous demander de fermer le circuit du patient. Vous pouvez le fermer, ici c'est la vue sur le côté gauche, il y a un espace pour pouvoir connecter le circuit à ce niveau-là pour l'obstruer, mettre le clapet en mode ballon et de tourner la valve APL pour la mettre entre 30 et 70. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer démarrer. Il va lancer donc la deuxième partie du test pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit manuel. Une fois que le test est terminé, il va montrer la nouvelle date de la réalisation de votre test et surtout, avec des codes couleurs, vous montrer si le test est bien passé ou pas. Je vais vous montrer rapidement comment réaliser l'autotest chez les respirateurs de la marque Draeger. J'ai trouvé sur internet des simulateurs en ligne dont je vous ai mis les liens en description. Voici le Perseus, c'est le ventilateur le plus récent de la gamme Traeger. Il se teste en une partie. C'est très simple, il suffit d'allumer le ventilateur avec le bouton vert, appuyer sur le test, faire un test de tout le système. Vous avez ici les entrées des pressions des gaz d'anesthésie et ici les instructions avant de lancer le test. Donc c'est un test qui est assez long, il dure 10 minutes. Il faut régler la valve APL à 30 et fermer le circuit du patient, évidemment connecté à la ligne du capno sur le filtre, ça on en a déjà parlé. Voici le Zeus de chez Draeger, c'est le seul respirateur de chez Draeger qui dispose
de l'anesthésie inhalatoire à objectif de concentration. Il règle une fraction expirée de sévoflurane en fonction de ce qu'on lui demande, le tout avec un débit extrêmement bas. L'autre avantage, c'est qu'il est utilisable de tous côtés de la table d'intervention, à gauche, à droite. Il est utilisable à 360 degrés. Concernant le Zeus, c'est la même chose que le Perseus, ça se fait en une étape, sauf que cette fois-ci, la valve APL, il faut la régler à 20 mm de mercure, et vous avez ici le support pour brancher, pour obstruer le circuit du patient. Il voit ici la capnie qui a été branchée sur le filtre du patient, et derrière la chaussodée, on ne le voit pas, il y a le piège à eau. Je vous renvoie à la vidéo dans la description qui est sur YouTube sur l'autotest pour tout ce qui est écran. Voici le Primus. C'est un vieux respirateur et en fait on en trouve dans les endroits où il y a des IRM parce qu'il a une option amagnétique. Et du coup, vous pouvez imaginer que dans certains centres, ça peut être compliqué de tester le respirateur si par exemple vous êtes en réanimation et que l'équipe d'anesthésie n'est pas au courant de votre arrivée. Chose d'autant plus difficile qu'il faut interrompre le programme entre deux patients d'IRM pour pouvoir accéder au ventilateur et le tester. Ici, vous remarquez sur ces deux écrans, l'un du simulateur dont vous avez le lien en description et l'autre tiré d'un test le 12 novembre dernier, vous voyez que l'autotest n'est plus accessible. Pourquoi? L'autotest, en fait, dès qu'il s'allume, il va vous demander de tester le respirateur. Une fois qu'il est testé et déjà utilisé, vous ne pouvez plus revenir à la fonction test. Il suffit juste d'éteindre le ventilateur par ce bouton en bas à droite et de le rallumer pour pouvoir retomber sur cet écran qui redemande un test et vous pouvez démarrer ici en appuyant sur l'un des boutons sur la droite. Avant de lancer le test, il faut fermer le circuit et mettre la valve APL à 30. Nous avons fait le tour de tous les types de ventilateurs qu'on peut croiser dans notre centre. Si le ventilateur ne passe pas son test, l'origine, en général, c'est un problème de fuite. Il peut y avoir une fuite dans le circuit, il peut aussi y avoir une fuite sur la ligne de Capni. Pensez aussi au piège à eau, c'est le Defend côté General Electric, où l'erreur peut aussi être inconnue et motiver du coup un changement du respirateur si vous avez un problème. Une fois que vous avez lancé vos tests d'anesthésie, il s'agit de vérifier que votre aspiration fonctionne. Si vous avez un manomètre, il est important de le régler entre 150 et 300 mm de mercure. Veuillez adapter une sonde orange ou une sonde d'aspiration chirurgicale de gros calibre si vous avez un haut risque d'inhalation chez votre patient. Deux obus d'oxygène sont nécessaires. Un se trouve derrière la machine d'anesthésie et une deuxième se trouve en salle branchée à un bas-vue pour transférer le patient entre le bloc opératoire et la salle de réveil si besoin. Et ensuite, on va passer à la composition du plateau d'intubation. J'ai distingué deux parties dans le plateau d'intubation. Une première partie d'indispensables, des choses qu'on utilise très rarement, mais qu'on doit absolument avoir dans n'importe quelle salle qui fait de l'anesthésie. Les mandrins d'Eichmann, la ventoline, de quoi faire une locale de glotte, la pince de Magil, quelques masses laryngées dans l'algorithme de ventilation difficile, un stéthoscope qui fonctionne, un manomètre pour vérifier la pression du ballonnet de la sonde d'intubation, un protège-dents et de quoi faciliter le passage de la sonde dans les vidéolaryngoscopes par exemple. En deuxième partie du plateau d'intubation, on a tout ce qui est utilisé auprès du patient et qui ne sera pas réutilisable après, comme les canuts de Guedel par exemple. Attention à la taille, bien adapter la taille de canut de Guedel à votre patient. Pareil pour le masque facial. Un filtre antibactérien, bien sûr, on va connecter la ligne de Capno. Un laryngoscope ou un vidéolaryngoscope selon les critères d'intubation difficiles ou pas de votre patient. Une sonde d'intubation en fonction de votre patient, une taille armée ou pas armée et une seringue de 10 ml branchée pour gonfler le ballonnet. De quoi fixer la sonde et bien sûr à portée de main et de quoi protéger les yeux. En dehors de tout ce qui est ventilation, on va voir tout le monitorage classique. ECG, saturation d'oxygène, le brassard à tension,
N'oubliez pas d'avoir plusieurs tailles en fonction de votre patient, de quoi monitorer la curérisation, la profondeur d'anesthésie, de quoi perfuser votre patient et de quoi le réchauffer. Selon la complexité du patient dont vous avez la charge après l'ouverture de salle, du monitorage spécifique peut être nécessaire. Avant de commencer le plateau d'induction de votre patient, assurez-vous de la présence des médicaments d'urgence comme l'adrénaline, la noradrénaline, l'atropine. Et ensuite, vous allez pouvoir préparer tous les médicaments nécessaires pour l'anesthésie. Comment trouver sa place au bloc opératoire? Vous organisez avec les autres collègues pour ouvrir une salle d'intervention en toute sécurité. Lorsque vous allez vouloir ouvrir une salle, mais il y a d'autres collègues, élèves IAD internes, etc., il va falloir répartir les tâches. Vous fixez un thème et chaque personne se fixe un thème. Tout le monde sait ce qu'il faut du coup faire pour l'ouverture de salle. Chacun va répartir ses tâches et dans ce cas, vous assurez la sécurité de l'ouverture de la salle. N'hésitez pas à dire à voix haute ce que vous vérifiez. Cela permet une double vérification par le collègue qui vous écoute. Et s'il y a un dysfonctionnement, à chaque étape dont j'ai parlé pendant cette présentation, peut être l'origine d'un dysfonctionnement. Et chaque dysfonctionnement, tant qu'il n'est pas réglé, le patient ne peut pas rentrer en salle. N'oubliez pas, à la fin de votre test respirateur, de remettre la valve APL à zéro. En effet, il n'est pas rare que ça arrive, que le patient, dès qu'il rentre en salle, on le préoxygène, on lui met le masque sur le visage, et il a une pression expiratoire positive à 30. Il ne peut pas expirer dans le masque. C'est quasiment impossible. Soyez vigilants. Je vous remercie pour votre attention. Bonne ouverture de salle et à bientôt.